Je laisse la parole à Augustin Vial, journaliste et chroniqueur, qui va animer le débat. Merci Sandra. Je vais demander un tout petit peu de silence. J'ai la chance d'être ici, d'être invité, d'animer un débat intéressant avec vous et mettre en avant deux femmes tunisiennes qui ont un parcours très très singulier et à mettre en avant auprès de vous. J'ai la chance donc de parler de Fatma Bouvet, qui est psychiatre spécialisée en addictologie. Vous êtes écrivain aussi et vous avez écrit de nombreux ouvrages sur les femmes notamment. Vous êtes membre du Conseil économique, social et environnemental. Vous êtes également le chevalier de la Légion d'honneur. Félicitations. Vous êtes engagé dans plusieurs causes, dont celle des femmes. Et vous avez écrit de nombreux ouvrages, Les femmes face à l'alcool. Vous êtes d'ailleurs président de l'association Addictel. Et Enfants et parents en souffrance, et votre dernier livre, Un arabe en France, une vie au-delà des préjugés, aux éditions Audi Jacob. Donc du coup, je vais vous proposer de parler de votre œuvre et racontez-nous votre parcours en France depuis que vous êtes là, parmi nous. Merci. Madame la ministre, Madame la députée, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis très honorée d'avoir été invitée par les organisatrices pour parler devant vous de ce qui me tient à cœur et de ce qui m'anime dans ma vie de citoyenne et dans ma vie professionnelle. Je n'ai pas beaucoup l'habitude de ce type de présentation, donc je vais commencer par une petite anecdote pour vous parler de ce que nous vivons aujourd'hui entre la France et la Tunisie et d'une façon générale dans le monde, et ça va vous permettre d'imaginer ce que va devenir ce monde dans lequel on vit dans quelques années. Alors il m'arrive depuis que je vis en France de rentrer très souvent en Tunisie, comme le sait mon ami Bochra, en famille, et lorsque j'arrive à la police des frontières et que je montre mon passeport tunisien, le policier, très gentiment mais très curieux, me regarde et me dit « Tawa enti Fatma Delej ». Delej, c'est mon nom de jeune fille. Alors je mets au garde à vous, évidemment, parce que le policier qui m'interpelle, je me concentre. Il me dit « Enti Tounsiya ». Oui. مولودة في الجزائر. Oui. ومزوجة فرنساوي. نعم. وولادك تبارك الله عليهم، parce que évidemment j'ai deux garçons donc il faut dire تبارك الله. ولادك تبارك الله عليهم اسمهم تونسي واللقب فرنساوي. Oui. تبربي شنيا هالشكشوكة. Alors je lui dis, la shakshuka c'est moi. C'est moi cette shakshuka et mes enfants sont issus de cette shakshuka et j'espère que dans l'avenir ils ne susciteront pas ce type de questionnement parce que le monde est ainsi fait. Voilà. De façon plus prosaïque, je suis médecin, je suis psychiatre, je suis addictologue, je suis donc membre du Conseil économique, social et environnemental. J'ai fait mes études en Tunisie, je suis une immigrée, je suis arrivée ici à l'âge de 29 ans pour terminer mes études de psychiatrie que j'ai commencées à Tunis. Je profite ici de cette occasion pour rendre hommage à tous mes maîtres, enseignants en médecine, à la faculté de médecine de Tunis. Et je voudrais également rendre hommage à tous mes collègues qui enseignent aujourd'hui à la faculté de médecine de Tunis, qui fait que nous sommes très bien formés et que dans les concours d'équivalence en France, nous sommes très souvent les premiers des concours d'équivalence dans les spécialités médicales. Donc j'ai choisi de faire de la psychiatrie. Je me suis rapidement intéressée à la dictologie. La dictologie, c'est ce qui consiste à aider les patients qui sont en souffrance par rapport à une dépendance à un produit. Je me suis très rapidement intéressée à la problématique de l'alcool et des femmes.
Et donc j'ai ouvert la seule consultation à ce jour qui existe et qui prend en charge des femmes en souffrance par rapport à ce produit. Et ma consultation est un exemple en France et on vient s'inspirer de plusieurs services et même de Belgique et de Grande-Bretagne. Par ailleurs, je vois en consultation, donc je travaille dans le service public à l'hôpital, j'ai un cabinet, et je vois de nombreuses femmes en souffrance, des femmes actives, des femmes qui ne sont pas actives, des femmes actives qui sont souvent plus diplômées, qui sont souvent plus compétentes, qui se surinvestissent dans leur travail et qui sont pourtant disqualifiées, qui sont sous-estimées, qui sont sous-payées, dont la carrière est brisée par la maternité, qui sont moquées pour leur physique, qui sont moquées pour leur maquillage, pour leur tenue, pour leur voix. Et ça démolit une femme. On ne le sait pas, mais ça démolit une femme. Et elles finissent en consultation de psychiatrie chez moi. Voilà. Alors je me suis engagée auprès de ces femmes. Par ailleurs, nous avons vécu un séisme récemment. Un double, triple, je ne sais plus comment l'appeler, mais la fameuse shakshuka du début s'est transformée en gloobie-boulga, c'est le terme employé en France ici. Nous avons vécu la révolution tunisienne, ça nous a rendu un peu fous, hein, la révolution tunisienne. Puis nous avons vécu les attentats qui ont touché simultanément la France et la Tunisie, ce qui m'a amené énormément de patients franco-tunisiens ou des patients tunisiens qui vivent en France, qui ont subi un double traumatisme. Et moi j'étais très fâchée à ce moment-là aussi, parce que d'abord on a très mal parlé de la Tunisie en France, les médias et certains intellectuels. On a oublié notre imaginaire collectif féministe, moderne. On n'a jamais parlé de Habiba Mencheri, on n'a jamais parlé de Tahar Hadid, qui est un homme musulman, maghrébin, féministe. On n'a jamais évoqué que le code du statut personnel permettait à des femmes françaises de choisir de faire leur IVG en Tunisie, lorsque chez nous, c'était déjà autorisé et pas encore en France. Je n'ai pas apprécié qu'on rappelle tout ça, et je n'ai pas apprécié qu'on parle en mon nom, en tant que Tunisienne de France, avec certains préjugés. Et donc j'ai décidé d'écrire. Très vite, je voudrais dire que j'ai fait de belles rencontres, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai beaucoup travaillé, je travaille aussi encore beaucoup, et j'ai eu la chance de rencontrer mon éditrice, une femme extraordinaire qui s'appelle Odile Jacob. Donc j'ai publié chez elle tous ses ouvrages, et le dernier s'intitule Une arabe en France. Pourquoi ? Parce qu'après les attentats, j'ai eu quelques consultations qui ont été très marquantes. La première, c'est un chef d'entreprise français qui m'a dit « Docteur, je sais qui vous êtes, je sais d'où vous venez, mais c'est fini, je n'embaucherai plus jamais un arabe. Nous n'avons plus la même culture, et puis ils me font peur. Une femme peut-être, un homme jamais plus. » Puis quelques jours après, une femme très pieuse, maghrébine, d'origine maghrébine, française d'origine maghrébine, tellement pieuse qu'elle demandait l'autorisation de l'imam du quartier avant de acheter une baguette, et qui cherchait du travail. Alors, je l'ai soignée pour dépression, elle cherchait du travail, et puis elle me dit mais vous savez, docteur, jamais je n'irai travailler chez un arabe. Ah bon? Pourquoi? C'est des voleurs, c'est des roublards, ils ne sont pas crédibles, on ne peut pas leur faire confiance. Ah bon, c'est vous qui dites ça? Et donc, je me suis dit qu'il fallait écrire. Il fallait écrire ce livre, Une arabe en France, pour parler des préjugés, pour parler de ce que nous véhiculions, pour parler de nous, Tunisiens, et nous, Français. Et lorsque j'ai écrit ce livre, je voudrais parler ici à monsieur l'ambassadeur, j'ai reçu énormément de témoignages et j'ai reçu aussi des patients qui ont été blessés parce qu'ils se sont reconnus dans ce livre, parce que je disais quelques vérités sur nous, des imperfections dont nous étions faits, nous, Tunisiens, mais aussi des imperfections des Français. Et donc je pense que nul n'est parfait, que ni le Sud ni le Nord n'est parfait, et que nous n'avons pas d'autre choix que de parler et d'avancer ensemble. Mais cet homme, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, docteur, je viens vous voir parce que votre livre m'a parlé, parce que j'ai pleuré, parce que j'ai ri, et parce que la Tunisie me rend fou.
et je lui dis bienvenue au club. On est tous fous depuis 2011. Ses parents étaient tunisiens, lui est français, d'origine tunisienne. Il me dit je voudrais partir construire des choses là-bas, je voudrais travailler là-bas. Et depuis la Révolution, je viens. Il y a des moments où je me sens enthousiaste, j'ai envie de monter des choses, et des moments où je trouve quelques défauts. Il me dit je suis un petit peu comme vous, docteur, je me rends compte que nul n'est parfait, mais quand même je vais construire. Alors comme moi, je crois que ce monsieur, j'espère qu'il est heureux que je parle de lui. On a choisi de construire. Mandela disait qu'il était plus facile de démolir que de construire, et donc j'ai décidé de construire pour la paix, comme lui, et je vous engage à en faire de même, à dire les vérités, à établir des dialogues pour un avenir meilleur entre le nord et le sud de la Méditerranée. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage, Fatouma Bouvet, de votre parcours, très très intéressant et qui donne du courage à beaucoup d'entre nous et au-delà de ça, au-delà du débat de la France, la Tunisie aussi, et toutes les femmes du monde entier. Donc vous êtes aussi un exemple. J'ai aussi l'honneur d'accueillir Linda Djeridi, qui est naturopathe, écrivaine, et qui est une femme aussi engagée en Tunisie, pardon. Vous êtes préparatrice en pharmacie et vous animez des émissions radio à France Maghreb 2. L'émission s'appelle Parler bien-être et réussite. Vous animez aussi des conférences, vous êtes conférencière. Vous animez aussi un blog www.naturopathie-du-bien-être.com. Vous avez écrit dernièrement L'âme du Ramadan. Pourquoi l'âme du Ramadan aux éditions Self-Scriptum. Pourquoi ce titre? Déjà, bonjour à tous, c'est un honneur pour moi d'être là devant vous. Qu'est-ce que je veux dire après tant d'éloquence de ma chère amie? Oui, avant de parler donc de ce livre, L'âme du Ramadan, donc naturopathe, tout le monde sait ce que c'est que naturopathe? Non? Il y en a qui ne savent pas. En fait, la naturopathie, c'est toutes les médecines naturelles. Voilà. C'est une approche holistique. Holistique, ça veut dire qu'on va prendre la personne dans sa totalité. On ne va pas, contrairement à la médecine allopathique, traiter juste le symptôme. On va essayer de comprendre avec le malade pourquoi il en est arrivé là. Qu'est-ce que, en fait, sa maladie, on dit toujours maladie, tout ce qu'on a du mal à dire, et on essaie de comprendre justement quelle émotion, quel choc a produit telle ou telle pathologie. Donc en fait c'est ça, on accompagne, c'est vrai qu'on écoute énormément, c'est beaucoup de l'écoute, il faut aimer les gens, et moi j'aime les gens, j'aime écouter. J'ai travaillé 16 ans donc, en tant que préparatrice en pharmacie, à côtoyer la souffrance humaine, et croyez-moi, quand on côtoie la souffrance humaine, on se dit voilà, moi ma vie sert justement à aider les autres, et à essayer de faire en sorte que celui qui souffre retrouve espoir dans la vie. Et ça, c'est vraiment un combat que je mène chaque jour. Je suis aussi donc animatrice radio sur France Maghreb 2. Et donc j'anime une émission tous les dimanches qui s'appelle Parler bien-être et réussite. Alors cette émission, en fait, a pour but de valoriser l'être humain. Valoriser dans toute sa splendeur, parce que pour moi, l'être humain est merveilleux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit dans cette humanité tant de chaos, tant de racisme, tant de mal-être, mais je dis toujours qu'un être humain qui fait du mal est un être humain en souffrance. Car celui qui aime, celui qui a tout, celui qui est dans un équilibre parfait, ne fera jamais de mal à qui que ce soit. Donc en fait, ce sont des êtres qui souffrent parce qu'il faut comprendre que la plupart de ces êtres sont des êtres qui ont été abandonnés par la société. Quand je parle beaucoup avec des jeunes aussi, parce que je vais beaucoup dans les quartiers, et je côtoie aussi beaucoup donc, ces jeunes et qui se sentent oubliés. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette crise identitaire, ce problème où ils se disent, bon, on est né en France, mais on n'est pas considéré comme français. Alors là aussi, il y a un travail énorme à faire. Et donc cette émission a vraiment pour but de mettre en avant leur qualité et de leur dire, voilà, tu veux faire une émission de radio? Je prends tout le monde.
Ceux qui ont des projets, je les mets en avant. Les femmes, les hommes, les enfants, la solidarité, les associations pour les handicapés, pour les orphelins. Tout ce qui a trait justement à faire en sorte que les êtres humains se retrouvent, mais surtout cette fraternité, cette solidarité. Parce que c'est vrai que c'est mon expérience, hein, mais je ne détiens pas la vérité, hein, mais c'est mon expérience. Et je transmets cette expérience. Après, elle peut parler ou non, c'est pas grave. L'important, je suis beaucoup dans la tolérance, et je pense qu'il est important en tant qu'être humain d'être dans la tolérance et d'être dans le non-jugement. Je suis beaucoup aussi dans l'amour de l'autre. Et c'est vrai qu'on me dit toujours, toi tu es une extraterrestre, tu vis dans ton monde. Mais en fait, ouais, c'est vrai, peut-être que je suis une extraterrestre, mais dans mon monde on ne fait pas de mal aux autres. Dans mon monde on croit à l'être humain. Et dans mon monde on pardonne. Même celui qui m'a offensé, je lui souhaite le bien. Je ne lui souhaite jamais le mal. Et en fait, ce qui est important justement, c'est qu'il y ait... En fait, ce qui manque à cette humanité, selon moi, hein, encore une fois selon moi, c'est l'intelligence. Mais pas n'importe quelle intelligence. Parce que j'ai parlé avec des personnes qui ont fait des études, bac plus, on va dire 10, ou même plus des fois, mais qui n'avaient pas d'intelligence du cœur. Voilà ce qui manque à l'humanité, c'est l'intelligence du cœur. Croyez-moi, il faudrait avoir les deux. À la fois le savoir, puisque, en fait, c'est vrai, ce livre que j'ai écrit, c'est l'âme du Ramadan. Pourquoi l'âme du Ramadan, en fait? Parce que l'âme n'est pas palpable. L'âme, on ne peut pas le toucher. L'âme est invisible. Mais l'invisible, c'est 90%, alors que le visible, c'est 10%, il faut le savoir. Et donc, dans l'invisible, il y a le tout. Dans l'invisible, il y a le champ de tous les possibles. Et moi, j'aime beaucoup l'inconnu. Beaucoup de personnes ont peur de l'inconnu parce qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Ils ont peur justement de ce qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils le rejettent. Moi, j'aime l'inconnu. Pourquoi? Parce que l'inconnu, c'est le champ de tous les possibles. Et ce sont les synchronicités. C'est quoi les synchronicités? C'est que vous allez faire des rencontres à un moment donné dans votre vie, vous allez dire « Wow, je pensais à quelque chose et cette rencontre est venue à un moment bien précis dans ma vie pour concrétiser mon projet. » C'est ce qu'on appelle aussi la loi de l'attraction. J'attire ce que je suis et ce que je pense. Si je pense positif, je vais attirer des choses positives et des bonnes personnes. Mais si constamment je suis en train de me plaindre, malheureusement c'est comme ça, l'être humain est ingrat, c'est écrit, ça vient pas de moi. L'être humain, il se plaint tout le temps. Et il sera toujours malheureux. Pourquoi? Il se plaint parce qu'il ne possède pas la plus belle voiture, la plus belle femme, le plus beau mari, le plus riche. Il se plaint constamment. Et quand il l'a, il se plaint aussi parce qu'il a peur de le perdre. Alors il est tout le temps malheureux. En fait, j'ai compris pourquoi les sages sont si heureux. Parce que rien ne nous appartient. Et en fait, ils se contentent de tellement peu, mais ont tellement tout. Parce que nous ne prenons rien avec nous. Et la plus grande des valeurs, c'est quoi? C'est notre richesse intérieure. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai écrit l'âme du Ramadan. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons une époque où les gens se détestent. Même au sein de leur propre famille, ils ne se pardonnent pas. Ils se détestent tous. Il y a beaucoup de racisme entre religions. Moi, j'aime tout le monde. Mais vraiment, moi, je vais dire pourquoi tu es juif, musulman, chrétien, bouddhiste, athée. Chacun est libre de croire ou pas croire en Dieu. Ouais. Et alors, la lumière ne vient pas de moi. La lumière vient pour ceux ou non qui croient en Dieu. De Dieu, de l'énergie universelle. Il faut savoir une chose, c'est que l'âme du Ramadan, c'est pas un livre religieux. Je fais pas de la théologie, je suis pas une savante. C'est comme ça, mais c'est un livre spirituel, car je suis spirituelle. En fait, c'est un livre humaniste, c'est un livre rempli de vivre ensemble, c'est un livre rempli d'amour, mahabba. Et c'est ce qu'on a oublié, l'amour. Avant tout, c'est l'amour de soi, l'amour des autres et l'amour de l'humanité. Moi, j'ai besoin de vous aujourd'hui. Je suis naturopathe et c'est le message que je transmets justement à ceux qui viennent me voir. Mais vous êtes tous des lumières. Vous avez tous votre parcours, vous avez tous des souffrances, mais transcendez-la. Ça veut dire quoi transcender? C'est transformer cette énergie négative en énergie positive. Ne la combattez pas. C'est vrai que Jihad Nefs, le combat face à ses propres parties obscures, comme disait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus grand combat. Et c'est vrai, parce que en fait, notre ennemi, c'est pas l'extérieur, c'est nous-mêmes. Et je finirai, parce que sinon je parlerai pendant longtemps, juste par une de mes chroniques de ce livre, L'âme du Ramadan, qui me tient beaucoup à cœur.
Alors c'est le ramadan et le vivre ensemble, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit beaucoup, et c'est ce que disait, on associe l'islam à terrorisme. Et en fait, voilà ma vision de l'islam. La philosophie du ramadan plonge les jeunes dans une atmosphère de fraternité, de solidarité et de compassion. Celui qui aime ce que prône cette période sacrée doit se montrer le plus discret possible dans sa pratique pour ne pas offenser le non-musulman. Et nul jugement ne doit sortir de son palais. Un proverbe arabe disait à propos « N'ouvre la bouche que si tu es sûr que ce que tu vas dire est plus beau que le silence ». Le jeûneur cherche à atteindre l'état d'harmonie et de bienveillance à l'égard de celui qui appartient à une confession ou à un milieu différent. On développe donc une culture de paix, des relations amicales et un profond désir commun de sérénité et de tolérance. C'est une période d'inspiration qui apporte les clés nécessaires à l'éveil de la conscience humaine et surtout qui montre aux musulmans le bon comportement à suivre toute l'année. Et bien sûr, à suivre toute l'année parce que le ramadan n'est juste qu'un rappel de notre comportement que nous devons suivre tout au long de l'année. Nous devons comprendre que chaque individu est singulier et a le droit d'exister en étant unique. Nous ne voulons pas d'un clone, ni d'un être avec une pensée arrêtée, mais bien au contraire, nous l'encourageons à cultiver sa réflexion propre et variée pour trouver ensemble, je dis bien ensemble, des solutions humanistes et bienveillantes. Quel bonheur de comprendre que cette période de jeûne nous rapproche de l'humanité multiple en nos frères. C'est aussi le moment propice et une meilleure manière de se réconcilier avec notre être intérieur afin de servir au mieux notre intérêt universel pour la dignité humaine. Et là, je me lèverai parce que Martin Luther King le vaut. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Merci. Merci beaucoup, Olga. Très récit, témoignage, très intéressant, très beau. Je voulais vous poser une question à vous deux. Quel est pour vous le combat qu'il faut mener et le combat de demain pour vous et ce qu'il faudra faire dans les prochaines années pour les femmes? Qu'est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez y contribuer et est-ce que vous serez battu en fait? C'est une vaste question. Moi, je considère que je participe déjà de ce combat-là dans mon travail quotidien, effectivement en prenant en charge et en accompagnant des femmes, en leur apprenant à prendre confiance en elles, à avoir confiance en leur féminité, à être fière de leur féminité. Je pense que le combat qui consiste aussi dans l'essence même de mon métier est celui d'apprendre à se parler sincèrement, à reconnaître ses propres erreurs, à savoir se mettre en valeur également. Et je pense que le féminisme ne doit pas être, certainement pas être anti-masculin. Moi, je suis une féministe qui aime beaucoup les hommes. D'ailleurs, j'en ai épousé un et j'ai 2 garçons. Je pense que le féminisme de demain, c'est dans le partage, c'est dans l'absence de crainte que les femmes prendraient la part des hommes. Voilà, c'est ça le futur féminisme que je vois. D'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai apporté un certain nombre de livres également sur ce sujet, parce que je ne l'ai pas dit. Et donc, dans un de mes livres, je parle de ma conception du féminisme, et ce livre s'intitule « Le choix des femmes ». Qu'est-ce que je vais dire? Être femme, c'est vrai que je partage la même façon de penser donc, que Fatma. La femme sans l'homme n'est rien. C'est le yin et le yang, c'est l'équilibre. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que chaque femme soit accompagnée par un homme fort. Parce que pour supporter une femme féministe, il faut beaucoup d'énergie, croyez-moi. Waouh! Eh ouais, c'est pas donné à tout le monde, hein. Il y a des hommes malheureusement qui fuient. Eh ouais. Et des hommes de qualité et surtout avec beaucoup d'ouverture de cœur. Parce que ça, c'est important. Il y en a, hein. Il y en a grâce à vous. Heureusement, il y en a. Ouais. Et il faut savoir que les femmes ont toujours été là devant. On l'a vu avec la révolution tunisienne. Les femmes, la jeunesse, ils ont toujours été là. Et j'admire beaucoup toutes ces femmes qui ont fait l'histoire et qui continuent à faire l'histoire d'ailleurs, qui sont toujours dans les associations, il y en a énormément. Et je pense que
Être féministe, c'est surtout ne pas écraser l'autre. Être féministe, c'est toujours vouloir le bien, que ce soit pour les hommes et les femmes. Et être féministe, c'est aussi l'éducation. Parce que c'est vrai que les femmes pensent énormément à l'éducation, l'enseignement des enfants. Et en fait, il faudrait qu'il y ait au pouvoir de l'humanité une femme féministe, spirituelle, avec une ouverture de cœur et remplie d'amour inconditionnel. Voilà. Merci beaucoup, Linda. Je suis ravi de vous dire que les Linda et Fatma dédicaceront leur livre dans le hall. Donc si vous avez des questions, achetez leurs livres, ils sont intéressants, très intéressants. Donc en tout cas, je vous remercie pour votre attention et merci à elle. Et vive la femme tunisienne. Et vive la femme du monde entier. Merci beaucoup.